Bonus. Trax. Journal de bord du commandant second de la base stellaire Deep Space 57. Date stellaire 041220.1. Bienvenue à tous les trekkers et trekkies sur la base stellaire du Cadran Pop. Je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord. À bord du podcast sur Star Trek, écoutable dans toute la galaxie et relayé par superpouvoir.com. Ça y est, on a passé la mi-saison, et c'est le moment donc de parler du 8e épisode de cette saison 3 de Discovery, écrit par Kenneth Lynn et Brandon Schultz, mais aussi réalisé par Jonathan Frakes, notre bon vieux Riker, et intitulé Le Sanctuaire. Un message personnel enjoint Book à revenir sur sa planète natale qui vient de subir une catastrophe naturelle, et se retrouve désormais sous le joug de la chaîne d'émeraude. Alors c'est parti, c'est le moment d'ouvrir ce podcast pour parler d'une époque où nul fan de Star Trek n'est encore jamais allé. Exécution. Working. This is where the burn started. So we have a point of origin. Something or someone is definitely sending it. Philippa? That's weird, scientifically speaking. I'm about to do something that might get us both killed. Did you mean what you said? I want in. I can face anything. Program complete. Alors pour discuter avec moi de ce nouvel épisode de la saison 3 de Star Trek Discovery, je suis accompagné par le capitaine Manu, mais aussi d'un nouveau venu que je vais m'empresser de téléporter à bord immédiatement. C'est notre capitaine, il explore énormément de franchises et s'apprête très bientôt à lancer encore un nouveau spin-off du coin pop, c'est Manu. Salut Manu. Salut, comment ça va ? Ça va, et content d'être retour en live, ça faisait un moment, ça faisait quelques épisodes déjà. Ouais, c'est vrai. Marina nous disait la semaine passée que sur le Discovery, ça manquait d'historiens. Du coup, on en a embauché un. Il tient sa chaîne YouTube de Star Trek Historia et réalise de chouettes vidéos sur des points précis de la franchise. C'est Cyril Michael. Non pas Burnham, mais Caljon. Salut Cyril, comment ça va ? Bonjour. Cyril Michael. Oui, Cyril Michael, ça suffit. Bonjour tout le monde, ravi d'être là. Voilà, je vous écoute souvent au travail, et là maintenant je participe. Donc je vais m'écouter au travail. Merci à toi. C'est drôle, ouais. Mais du coup, alors, est-ce que tu peux nous parler de ta chaîne Star Trek Historia ? Elle est vraiment très sympathique, cette chaîne. Alors en fait, c'est une chaîne qui est là depuis un peu longtemps, mais que j'avais pas trop exploitée. Moi, j'ai toujours travaillé un peu dans le domaine de YouTube. Et il y a 3-4 ans, quand est sorti le dernier Star Trek en film, j'avais le JDG qui m'avait demandé de travailler sur une vidéo sur Star Trek. Et je suis un grand fan de Star Trek, donc j'étais très content. Journal du Geek, pardon. Et du coup, je me suis dit, ouais, ça va intéresser du monde. Et je m'étais aperçu que beaucoup de gens ne connaissaient pas en fait l'univers de Star Trek comme ça. Ils connaissaient un ou deux films ou une ou deux séries et ils se rendaient pas compte que c'était un ensemble, quoi. C'était un lore entier. Et j'avais vu plein de gens le faire sur Star Wars, sur Le Seigneur des Anneaux ou sur Harry Potter. Et je m'étais dit, faut faire quelque chose sur Star Trek, quoi. C'est un peu ce qui nous a aussi motivé à faire un podcast sur Star Trek parce que c'est vrai que du côté francophone, c'est plutôt le désert en ce qui nous concerne. Ouais, donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu justement de comment tu conçois tes vidéos ? Parce que à chaque fois, tu traites vraiment d'un point précis du lore. Par exemple, l'anthropomorphisme des extraterrestres dans Star Trek, j'ai trouvé que c'était assez passionnant. Ou tu explores une race en particulier, par exemple, en décrivant vraiment son historique. Oui, voilà, en fait, j'ai eu l'opportunité aussi d'écrire un livre sur le space opera il y a quelques années. Et du coup, je me suis dit, voilà, on va mettre ce que j'ai écrit dans ce livre-là en perspective avec Star Trek et expliquer, par exemple, pourquoi, on parlait de l'anthropomorphisme, là bientôt je vais parler du design des vaisseaux dans le prochain épisode. Pourquoi est-ce que les vaisseaux sont ronds ? C'est pas anodin. Il y a une imagerie, il y a quelque chose, c'est fait exprès que tous les vaisseaux de la Fédération soient ronds et pas agressifs comme ceux des autres peuples qu'ils rencontrent. Ça a une signification, ça veut dire des choses, et en fait, chaque fois que je m'intéresse à un détail, j'essaye, alors à part sur les épisodes d'histoire, j'essaye un peu de poétiser la chose aussi pour avoir un petit peu quelque chose à raconter, et puis souvent avec Rémi du podcast Star Trek pour les nuls, on salue bien. Voilà, une fois par mois, on se donne un sujet et on essaye de compléter ce que je fais personnellement sur ma chaîne. Et du coup, le fait que le Voyager soit plus en pointe, ça dit quelque chose sur la série ou... Et oui, ça dit quelque chose, c'est-à-dire que, pareil, avec l'arrivée du Défiant et du Class Sovereign, avec les films de la nouvelle génération, c'est la fin d'une innocence. C'est la fin d'une innocence, même le vaisseau scientifique dans Voyager qui retrouve, j'ai oublié le nom là, avec le capitaine Taré, il est anguleux.
C'est la fin d'une innocence, on arrive sur des navires qui doivent aussi impressionner visuellement que ceux qu'ils rencontrent. Par exemple, les oiseaux de proie romuliens, ils sont là pour impressionner, un peu comme un pan qui fait avec sa queue là, sa grande roue, il est là pour faire peur quoi. C'est con hein, mais c'est pas pour rien que sur les oiseaux de proie par exemple, il y a un oiseau de proie dessiné chez les Romuliens. Ça revient un peu à ce que faisait l'Empire romain et tout quoi. Et le fait que dans Star Trek, il y a une logique, le capitaine, enfin il y a une logique très années 60, très Nations Unies. C'est les gens qui ont écrit Star Trek ont connu la Grande Guerre, et du coup ce côté un peu de rondeur dans le vaisseau, où t'as effectivement un leadership, parce que c'est des Américains et qui croient à l'homme providentiel, t'as un leadership au milieu, mais tout le monde a accès également au capitaine autour de la passerelle, et tout le vaisseau représente ça en fait. Ça représente une égalité entre les individus, ce que ne représentent pas les autres vaisseaux. Par exemple les Klingons, mais il y a toujours un chef un peu despotique, et c'est pour ça qu'il est à la tête du vaisseau. Alors, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais en fait, c'est une imagerie qui marche. Non, t'as tout à fait raison, parce que, et d'ailleurs, ils le font noter, très bien remarqué dans le pilote de Deep Space Nine, quand Sisko rentre sur justement la passerelle de la base, où t'as Miles et O'Brien qui pestent contre les Cardassiens en se demandant qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces architectes cardassiens. Mais en fait, Sisko montre qu'avec la façon dont le bureau du préfet, du prêteur est mis en place, que c'est vraiment pour inspirer justement la crainte et avoir la mainmise hiérarchique sur ses subordonnés, et que du coup cette passerelle elle est conçue comme ça, donc effectivement c'est pas du tout anodin et c'est complètement pensé en amont quoi. Et puis voilà, pour finir là-dessus, t'as aussi le fait que on a une culture visuelle maintenant depuis les années 60, depuis l'arrivée du cinéma massivement dans toutes les cultures, et ça permet très rapidement, en moins de quelques secondes, d'identifier les antagonistes des protagonistes. Voilà, les vaisseaux de la Fédération sont blancs, les vaisseaux des pas cool sont en général très sombres. Voilà, et ça permet pas mal de choses, et par exemple, Discovery joue beaucoup, vu qu'on est en période de guerre, avec cette imagerie. Merci pour cette petite présentation de ta chaîne. Alors tu nous rappelles comment elle s'appelle ? Star Trek Historia. Voilà, donc on la trouvera assez facilement. De toute façon, je mettrai un lien sur le compte Twitter du Cadran Pop. Il est à noter également que le Cadran Pop passe aussi à la radio sur la bande FM, tous les dimanches soirs sur Radio Campus Lorraine de 21h à 23h, et tous les mercredis soirs à partir de 20h sur RPL. Alors ce sera l'occasion de découvrir des versions inédites car augmentées en musique. Alors pour écouter sur la bande FM, il faut bien sûr être en Lorraine ou sur internet, les liens sont sur notre compte Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à partager le podcast, ça nous aiderait bien, ça nous ferait bien plaisir, et à nous donner justement aussi ce que vous pensez, nous dire ce que vous pensez des musiques qu'on y diffuse. Alors, avant de commencer de parler de l'épisode de ce soir, je voulais juste préciser que on avait un petit peu du nouveau pour la saison 2 de Lower Decks, parce que Mike Mann a donné une petite interview récemment où il dit que justement ils sont en pleine production de cette saison 2 et qu'il y a quasiment les 4 premiers épisodes qui sont terminés. Pour pas spoiler la saison 1, il y a un personnage assez connu de la franchise qui va devenir un régulier pour cette saison 2. Donc ceux qui auront vu le dernier épisode de la saison 1 savent de qui je veux parler. Et moi je trouve que c'est plutôt cool. D'ailleurs justement, on est en train de vous préparer donc du coup un podcast sur le Lower Decks, mais qu'on ne diffusera que lorsque la série arrivera en France, bien évidemment. Donc on fera non pas un podcast par épisode, mais un podcast sur l'ensemble de la saison. Avant de commencer encore, et ça va me permettre de demander à Cyril Michael ce qu'il a pensé donc de Discovery, de cette saison 3 de Discovery jusqu'à maintenant, on va revenir sur un commentaire qu'a posté Vladim du forum de la communauté francophone de Star Trek, qui nous interpelle sur le podcast de la semaine dernière, parce qu'il trouvait qu'on était assez dur avec cette pauvre Tilly, et il nous rappelle que cette promotion de Tilly se fait de façon provisoire, c'est ce que dit Saru, que c'est en attendant une désignation définitive du nouveau premier officier. Alors moi je trouve que c'est un peu abusé, parce qu'on se doute bien que finalement Tilly elle va le rester, elle va le garder ce poste, et que pour lui ça serait une décision pédagogique pour aider Tilly qui suivait avant leur arrivée au 31e siècle une formation de commandement. Ouais, moi je pense que c'est juste un plot scénaristique pour mettre le personnage en avant. Moi je le disais dans ma capsule la semaine dernière, j'étais assez abasourdi devant le choix, non que ce soit un mauvais personnage, mais d'un point de vue rang c'est assez étrange. En même temps, tu me diras, le Voyager avait choisi en premier officier un membre ennemi en début de série. Donc c'est pas plus déconnant de choisir une enseigne dans une nouvelle série.
Mais oui, après, ça reste discutable. Mais on reparlera peut-être de ce rôle de premier officier version Tilly dans cet épisode. Cyril Michael, qu'est-ce que tu penses de ça? Et aussi, qu'est-ce que tu penses de la saison 3 de Discovery jusqu'à maintenant? Et pour revenir sur le rôle de Tilly, tout simplement, j'avais pas remarqué en fait ça avant que vous en parliez la semaine dernière. Ça m'avait pas sauté aux yeux tout de suite. Et après, une fois que vous en aviez parlé, je me suis dit oui, effectivement, il y a peut-être des officiers plus capés sur la passerelle. Puis je me suis rappelé que dans la saison 2, on avait aperçu son alter ego, capitaine du Discovery. Oui, saison 1, pardon. Capitaine du Discovery dans l'univers miroir. Alors, est-ce que ça serait un rappel de ça en nous disant qu'elle a le potentiel d'être un futur capitaine de Starfleet? Et c'est peut-être moi je me suis dit c'est peut-être un rappel à ces épisodes-là. Bon, après, les épisodes miroirs ont tendance souvent à nous dire que tous les personnages ont le potentiel à être des tyrans, donc oui. Je sais pas si on devrait surinterpréter l'univers miroir. Mais oui, c'est vrai, ouais. Mais en même temps, on l'a vu, ça fait partie de son arc, sa formation pour plus tard devenir comment, ça fait partie de son arc depuis le début. Donc c'est pas incohérent, mais c'est incohérent dans un contexte militaire. Ouais, puis aussi rapidement, quoi. C'est l'anti-Harry Kim, en fait. Ouais, oui, c'est voilà. ça, ouais. Ouais. Puis Harry Kim, personnage qui a été complètement oublié après l'arrivée de Seven of Nine, quoi. Il servait plus à rien. Comme beaucoup de personnages, malheureusement. Ouais. C'était en mieux pour la série, mais d'un point de vue personnage, c'était pas ouf. Alors, et du coup, cette saison 3, qu'est-ce que t'en as pensé, maintenant qu'on a passé la moitié? Eh je la trouve moins pathos, ce que j'apprécie beaucoup et ce qui m'énervait beaucoup sur les deux autres. C'était le pathos. Bon, Burnham pleure assez régulièrement, mais c'est moins lourd à gérer, parce qu'il y a plus de choses et où on est peut-être plus émerveillé par le futur qui imagine le futur. Et je la trouve un peu mieux rythmée. Je sais pas pourquoi, mais je la trouve un peu mieux rythmée. Peut-être c'est l'ajout des nouveaux personnages, mais en tout cas le dernier épisode était très bien rythmé. Il y avait plusieurs histoires dans l'histoire. Et, je suis assez d'accord, ça va beaucoup plus vite qu'avant. Ouais, c'est moins contemplatif et ouais, voilà. Du coup, justement, qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode d'aujourd'hui alors? Sans spoiler, parce qu'on va sans rentrer spoiler. dans les spoilers. Alors très compliqué sans spoiler. Très rythmé. Toujours, je trouve que si moi j'ai remarqué que vous en parliez pas beaucoup, mais il y a quelque chose qui me fascine, c'est ce côté un peu écosystème qu'il n'y avait pas dans les autres séries pour plein de raisons. À chaque fois, on découvre des animaux, on découvre des choses. Les planètes sont jolies, les effets spéciaux sont pas du tout dégueulasses. Je suis amoureux du Discovery A. Je trouve les couleurs fantastiques et je trouve en fait que tout est génial. Enfin, dans l'écosystème, quoi, dans les plantes, je sais pas comment vous dire, mais voilà, c'est cohérent. Voilà, ça c'est un truc où on se dit pas. Non, ça peut pas marcher. C'est cohérent. Là, on a vu une nouvelle espèce de bestiole. Et pour une fois, c'était pas un truc en peluche avec une main derrière, quoi. C'est vrai que, par exemple, dans un des premiers plans du premier épisode de cette saison 3, on voit une espèce d'insecte en bouffer un autre, quoi. Et c'est vrai que c'est typiquement ce genre de truc-là dans les autres séries, faute de budget, il n'y avait pas trop matière à pouvoir être développée. Et ça me rappelle, moi, par exemple, The Cage, où tu avais ces espèces de fleurs qui font de la musique. Oui. Et qui font rire Spock. Et qui font rire Spock, exact. Et toi, Manu, qu'est-ce que t'en as pensé de cet épisode d'aujourd'hui ? Bah écoute, moi je suis assez partagé. Je trouve qu'il y a vraiment du bon et vraiment du mauvais. Donc il me laisse partager. Ce dont je peux me rendre compte, c'est que du point de vue de la saison, j'ai peut-être un peu abandonné tout espoir dans le sens où les premiers épisodes avaient l'air de nous lancer deux potentielles quêtes principales sur la saison. Alors même s'il y en a une des deux et pour moi c'est la moins bonne qui reste, j'ai un peu l'impression que ces derniers épisodes on revient sur du épisode à épisode, justement un petit truc, des histoires bouclées qui sont pas forcément mauvaises, hein. Un des meilleurs épisodes pour moi c'était quasiment une histoire bouclée, c'était celui du retour sur Terre en début de saison, mais je sais pas, ça me laisse un peu perplexe. Après sur l'épisode, franchement je pense que je serais assez en désaccord avec la capsule de Romain que tu diffuseras tout à l'heure. Je trouve qu'il y a vraiment des beaux moments et des trucs qui marchent, mais oui, il y a quelques défauts qu'on a pu remonter déjà depuis le début de la saison, notamment encore une scène de cruauté gratuite avec un mec qui se fait bouffer, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je sais pas, j'arrive vraiment à ressortir des bonnes volontés quand même dans tout ça, donc je suis plutôt content d'une façon générale. Pareil, je suis comme toi, je suis un peu mitigé. Il y a du bon et du moins bon, comme un peu trop souvent.
Par contre, moi, je suis à l'opposé de toi, c'est-à-dire que moi, j'aimerais que les histoires soient encore plus bouclées et que ce soit un peu moins feuilletonnant. Par exemple, là, on a on a une histoire B, on a une histoire C dans cet épisode. En fait, c'est simplement que cette histoire B et cette histoire C, ça court sur plusieurs épisodes et qu'en fait, on aurait très bien pu les réunir en un seul épisode bouclé. Et enfin, moi, je trouve que ça irait mieux. Parce que là, par exemple, typiquement, l'épisode d'aujourd'hui, moi, je l'ai trouvé assez confus. Parce que justement, encore une fois, ils veulent en mettre beaucoup. Et comme ils en mettent beaucoup, finalement, il y a plein d'idées qui sont effleurées de manière assez superficielle et qui mériteraient d'être un peu plus creusées et d'avoir vraiment des enjeux qui soient vraiment clairement posés avec thèse, antithèse, synthèse. Alors c'est peut-être scolaire, c'est peut-être très scolaire parce que Star Trek, la nouvelle génération, nous a beaucoup habitués à ça. Mais ça reste quand même très efficace pour que justement des vraies réflexions ressortent des épisodes. Parce que il ne faut pas oublier que dans Star Trek, à la base, les personnages, ils sont constitués de telle manière à ce que justement, il y ait plusieurs idées qui s'affrontent et les personnages incarnaient des idées. Donc en gros, les personnages servaient l'histoire. Là, dans Discovery, encore une fois, on a plutôt l'impression que c'est l'inverse, que c'est l'histoire qui est au service des personnages à cause, pas seulement, mais beaucoup à cause du côté feuilleton. Il y a un truc, je vois ce que tu veux dire sur le fait de répéter les trucs épisode après épisode. Il y a un peu un syndrome Narek enfin la partie Narek de Picard où certes toute cette partie aurait pu être plus intéressante si on avait eu un seul épisode dessus et qu'après on avançait, mais c'était découpé sur 6-7 épisodes et du coup ça ajoutait de la lourdeur qui n'était pas forcément nécessaire, quoi. Ouais, c'est exactement ça, tu l'as bien résumé. Du coup, je vous propose maintenant de rentrer dans la zone spoiler. Allons-y. Non, allons-y, c'est Doctor Who, c'est pas Star Trek. Mais en même temps, on va peut-être faire une mention à Doctor Who tout à l'heure, donc pourquoi pas. Allons-y. Red alert! Where I'm from, the Emperor's personal physicians were buried with them when they died. It incentivized loyalty. Are you going to answer my question? When did you first experience one of these blackouts? I don't need your help. Your condition is serious. But since you don't want to cooperate, you can determine if the route is physiological, psychological, temporal, or interdimensional on your own. And get back to me. You don't scare me, human. I don't need to. You're already terrified. I realize you see yourself as the grand hero, oracle of the mess hall, savior man to this ship. Well, I'm not interested. The early stages of brain dysfunction will feel manageable. What was I just doing? Where did I bury that last body? But eventually, if we don't intervene, you won't recognize the faces around you. You won't even recognize yourself. You'll end your days howling at the reflection in the mirror. A living death, that's not what I want for you. Program complete. On commence l'épisode avec justement la chaîne d'Enroad et une méchante qu'on nous a teasée depuis plusieurs épisodes qui s'appelle Ozira, qui est une Orion, qui vient voir son neveu, qu'on a vu 2 épisodes plus tôt. Et qui, bien sûr, comme il a échoué dans la mission qui était la sienne, d'ailleurs, il n'était pas trop au courant, et qu'il fallait garder l'Andorien, comment il s'appelait déjà ? L'Andorien Rian. Pour une raison qu'on ignore au début de l'épisode, finalement, elle va jeter en pâture donc son neveu à une grosse créature de l'espace qu'on a déjà vue précédemment, qui va le bouffer d'une manière vraiment horrible. Alors, cette scène, elle est assez rushée pour justement nous montrer, oh là là, cette méchante, elle est vraiment très très méchante, elle est tellement méchante qu'elle est capable de sacrifier un membre de sa famille comme un dictateur nord-coréen. Alors, c'est vrai que ça fait très caricature, mais pourtant, malgré ça, malgré ce gros défaut évident d'écriture, moi j'ai plutôt bien kiffé et je pense que ça vient de l'actrice. Et parce que j'aime bien les Orion en général, mais c'est vrai que j'ai trouvé que l'actrice dégageait un petit côté badass qui était bien sympathique. J'aime bien les Orion en général quand elles nous ont été principalement dépeintes comme des esclaves sexuels depuis le début de l'univers Star Trek. C'est pas ouf ça, Guy. Non, c'est pas du tout pour ça. Moi, c'est. Tu vois, par exemple, j'aime beaucoup Gamora. Alors, je pense que ça vient de la peau verte. Ah, c'est ouais, je suis assez d'accord. En plus, j'aime bien les aliens verts, ça marche bien. Je sais pas pourquoi. Là, c'est vraiment purement esthétique. C'est vraiment. Tu vois, autant des personnages qui ont la peau bleue, je trouve ça intéressant, mais je sais pas, des personnages qui ont la peau verte, je trouve ça tellement étrange et fascinant en même temps que du coup, moi, c'est vraiment ça me fait toujours accrocher, quoi. Mais je préférais leur couleur dans les anciennes séries Star Trek. Là, je la trouve un petit peu
assombri, je sais pas, ça me... Bah moi aussi ça m'a choqué un peu là, je t'avoue. Il y a deux trucs là sur la couleur, elle était pas sur le make-up, il est comment dire, il a l'air, elle avait l'air de suer. C'était brillant, voilà, c'était Dans la brillant. première scène, ouais, mais après, je trouvais que ça allait, moi. Et puis j'ai l'impression qu'ils ont changé quelque chose, c'est-à-dire qu'au début, je sais oui. pas si vous avez remarqué, il y avait un menton proéminent et après il disparaît ce menton. Ah, Ouais d'accord, je suis pas le ouais. seul. Hein. Ok, Ah ouais, moi, j'avais pas fait gaffe. Je sais, là, faudrait que je revoie l'épisode. ça m'a choqué. Il est passé où le menton? Il n'y a pas que les Orions qui ont la peau qui est devenue un peu plus foncée, parce que les Andoriens, j'ai pas souvenir qu'ils aient la peau aussi bleue. Hein. Si, les Andoriens, moi je trouve que c'est plutôt raccord, hein, ça marche bien. Ils avaient pas un bleu un peu plus clair, un peu plus pâle quand même dans les autres séries. Oh, je sais pas, moi la plupart des Andoriens, je les ressors de Enterprise et je trouve que c'est assez raccord avec Enterprise en l'occurrence. Dans le film, dans un des films, il me semble qu'il y en a un qui est un peu bleu foncé, là, une amiral de Starfleet. Ces différentes tonalités de couleurs, je trouve que ça reste quand même intéressant parce que ça montre, comme par exemple les arêtes sur les fronts des Romuliens, voilà, ça donne des spécificités un peu différentes à chacune des espèces et qu'elles sont pas toutes monolithiques quoi, comme on avait pu le voir dans la série originale. Alors du coup, Manu, toi tu disais que ce pauvre neveu qui se faisait bouffer, que c'était un peu dur, c'est ça ? Bah, c'est un peu, ça rejoint l'épisode avec lui justement du marché bajorien où il y a les esclaves et qu'il y en a un qui essaie de s'échapper et qui se fait découper. Et puis le second épisode aussi avec la torture un peu gratuite dans le bar. Je trouve que cette saison, elle cherche un peu à être un peu trop gritty pour pas grand chose quoi. On peut nous montrer quelqu'un de mauvais sans avoir à nous montrer ce genre de choses dans du Star Trek. Pour moi, c'est pas nécessaire en fait, et je trouve que c'est presque de la flemme scénaristique de pas chercher à aller au-delà de ça, quoi. Alors moi, ça me gêne un petit peu moins parce que je pars du principe que Discovery, c'est fait pour choper un nouveau public, et un nouveau public qui a besoin de ses codes du méchant très très méchant et du gentil très très gentil. On peut pas avoir du Gul Dukat à toutes les séries, qui est pour moi un des méchants personnellement ultimes de l'univers de Star Trek. Subtil, taré, qui passe du plus bas au plus haut, bref. Et le problème, c'est qu'on a peu de temps pour installer des méchants. C'est-à-dire que s'il y avait dû avoir on nous a installé là ce syndicat d'Orion bis avec la chaîne d'Emeraude. On a compris qu'ils étaient pas cool, mais tu vois, par exemple, paradoxalement, je trouve qu'on ne l'a pas bien expliqué. On n'arrête pas de nous dire c'est une menace, c'est une menace. C'est un peu comme les Ori c'est pas comme les Ori. Peut-être dans le Stargate, il y a un groupe de méchants comme ça dont on n'arrête pas de nous parler là, des pirates, je sais pas quoi, et on les voit presque jamais. Et le peu de fois où on les voit, ça fait plouf quoi. Et du coup, je trouve que ça commence à perdre son intérêt. Et je me dis heureusement qu'on a des personnages un peu en relief comme cette méchante tante. Mais encore une fois, oui. Je me dis que pour les gens qui découvrent Star Trek, c'est facile d'accès. Et ça peut leur donner envie de découvrir le reste. Après, c'est vrai que je veux dire, il y a d'autres choses qui m'énervent dans Discovery que les méchants très méchants et les génocides. Tu vois, les génocides me gênent un peu plus à tous les épisodes, ça flingue. Alors après, je me dis, c'est Discovery, c'est l'époque de Kirk, c'était un peu des cow-boys. Kirk aussi, il tirait souvent avant de poser des questions. Oui, c'est ce que je me disais, c'est que voilà. Effectivement, Discovery, elle se revendique quand même beaucoup de la série originale et il faut pas oublier que si on se met du point de vue de quelqu'un des années 60, Star Trek à l'époque, c'était quand même aussi beaucoup de l'aventure parce qu'il y a quand même beaucoup de bagarres, beaucoup de Kirk, c'était pas le dernier à foutre des mandales. Donc c'était clairement de l'aventure quoi. Et puis faut pas oublier qu'ils ont des vestons. Ils ont pas des t-shirts. C'est des sauvages. Donc du coup on apprend que la planète Kvejian de Book est en danger parce qu'elle a des petits problèmes. Donc du coup le frère de Book l'appelle et donc ils décident d'y aller. Donc tous ensemble, Michael Burnham ne fait pas n'importe quoi ce coup-ci. Ils en parlent à l'amiral qui leur dit les gars vous pouvez y aller, je vous autorise. D'ailleurs c'est marrant parce que effectivement Michael Burnham elle est plus numéro 1, mais elle est quand même à toutes les réunions alors que Tilly non par contre. Elle est ambassadeur de la fédération, ambassadrice. Et c'était intéressant là parce que pour une fois il y a une chaîne de commandement.
Oui, pour une fois, mais enfin bon, ça devrait pas être exceptionnel, ça devrait pas nous réjouir parce que ça devient un truc assez rare, ça devrait être la norme. Mais oui, effectivement, là pour une fois, dans cet épisode, ça fonctionne bien. Michael Burnham, donc elle est envoyée sur la planète et Saru lui dit bon, dès qu'il y a un problème, vous revenez. Alors bien sûr, elle va pas revenir, mais cette fois-ci, ce ne sera pas de son fait, c'est parce qu'il y aura un programme de défense planétaire qui empêche toute communication et téléportation aussi facilement entre le Discovery et la surface. Donc ça explique pourquoi Book et Michael restent sur la planète. Enfin voilà, moi je me disais, mais comment ça se fait que Tilly, numéro 1, ne fait pas partie de la réunion, par exemple? Oui, ça j'y avais pas pensé, ouais, effectivement. Mais bon, est-ce qu'elle était... Ouais, non, vous avez raison. C'est D'ailleurs, absurde. tu zappes une scène qui m'a fait beaucoup rire, moi, beaucoup moins romain a priori, sur une discussion entre Saru et Tilly, et où on découvre, pour reprendre directement ce que disait Romain en off, qu'au final, le rôle de numéro 1, c'est un rôle d'assistant de direction d'après les scénaristes de la série. Et du coup, cette scène où il y a discrètement le sujet, le ongoing matter, je crois qu'ils disent, qui en fait trouvait une catchphrase de Saru, ça m'a fait beaucoup rire. Ouais, alors j'avoue que moi ça m'a fait beaucoup rire aussi parce que bien sûr il y a un côté méta qui est clairement assumé et aussi par le jeu de Doug Jones que je trouve formidable malgré toutes ses prothèses, qu'il arrive bien à être drôle, à nous montrer qu'il est décontenancé. Tu sais, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il essaie de renfoncer sa bouche un peu, sa lèvre supérieure dans sa lèvre inférieure, légèrement, tu vois. Et ça, avec tout le maquillage qu'il a sur la chenisse, je trouve que c'est vraiment très très fort, quoi. Et d'ailleurs, vous préférez quoi comme mot pour Saru? Ah bah je sais pas, mais le truc c'est qu'en plus ça m'a lancé dans la réflexion à me demander ce que je choisirais, tu vois. C'est un peu bête, mais c'est un peu comme la catchphrase de Doctor Who dont vous parliez. Allons-y, ouais. Je sais pas si tu l'aurais regardé du coup, mais la catchphrase de Doctor Who qui change à chaque docteur, bah, chaque capitaine a un peu sa phrase. Et ça me fait me demander ce que j'utiliserais ou ce qui serait pertinent, mais ouais, je sais pas, je me suis pas encore déterminé sur ce qui serait mieux pour Saru. Ouais, mais pour moi, c'est difficile de faire mieux qu'un Engage. Ouais. C'est vrai. Exécution, c'est rigolo, quoi, mais c'est inattendu dans la bouche de Saru. Et d'ailleurs, du coup, bah, tout le monde sur la passerelle le regarde d'un air un peu étrange parce que, ouais, on dirait qu'il a éternué, quoi. Avouez que d'ailleurs, s'il avait lâché un allons-y à la David Tennant, on aurait tous kiffé. Ouais. Moi, je pense que ça marcherait bien. C'est vrai. Ce qui est intéressant quand même dans cette scène, au-delà du côté d'humour, moi j'ai trouvé, c'est que ça nous montre à quel point Saru est aussi un apprenti capitaine. Et que du coup, ça légitime, d'un point de vue in-universe, le fait qu'il fait des choix un peu pétés, quoi. Et aussi, un autre truc que m'a dit Céline, c'est que j'ai trouvé qui était pas bête, c'est qu'en fait, Saru, c'est un kelpien, et que du coup, peut-être que les humains, il a peut-être du mal à... Vu ce qu'il était avant, c'est-à-dire une espèce qui est très sur la défensive et sur les choses comme ça, et que du coup, il n'a pas les mêmes rapports, justement, à la chaîne de commandement, la témérité, ce genre de choses, que peut l'avoir un humain de base. Et que j'ai trouvé que, oui, effectivement, peut-être que Saru a ses raisons à lui, qui lui semblent très pertinentes pour avoir choisi Tilly. Après, l'avenir nous dira s'il a fait le bon choix, quoi. Je veux dire, cette scène m'a aussi beaucoup rappelé, mais je suis en plein dedans en ce moment parce que je me fais un rewatch. Ça me fait beaucoup penser à The West Wing parce qu'on a beaucoup de... C'est la caractéristique de The West Wing, le walk and talk, les briefings en marchant d'un endroit A à un endroit B. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup dans Star Trek parce que forcément, les configurations des vaisseaux fait qu'on passe souvent d'une pièce à une autre assez facilement et que du coup, la marche, on n'en a pas forcément des masses. Mais ça m'a fait penser à ça, ça m'a rappelé n'importe quel briefing de The West Wing en mode ton agenda de la journée, c'est ça, quoi. Alors ouais, tout ça pour dire que le capitanat de Saru commence à avoir son identité. C'est-à-dire que Saru commence à imposer un système de capitanat qui ressemble un peu à celui de Janeway, mais plus dans la rondeur et plus dans l'explication. C'est-à-dire que par exemple, il y a une situation de crise à un moment sur la passerelle, on lui dit vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas faire ça, et il prend les 10 secondes qu'il faut pour expliquer pourquoi il a raison. Et il dit pas exécuter, quoi. Il fait pas son autoritaire comme pourrait le faire un Sisko ou un Picard quand on lui dit qu'il a tort. Il prend 10 secondes pour expliquer pourquoi il a raison. Et il y a vraiment à chaque fois cette façon d'amener les gens à comprendre son raisonnement assez rapidement. Et je pense que c'est quelque chose, si jamais on a une série, une autre série Star Trek avec un capitaine un peu fort, qui va peut-être dérouter les gens, ceux qui n'ont pas connu les autres capitaines. Je pense à Pike peut-être dans la nouvelle série Strange New Worlds.
Ouais. Pike était aussi pas mal dans la pédagogie, hein, moi j'avais trouvé. Mais surtout sur les phases, tu venais de l'expliquer, sur les phases tu sais, quand ils sont dans les couloirs. Il s'explique, quoi. Et lui, Saru, c'est vraiment en temps de crise, quelqu'un, je trouve qu'il a un capitanat très doux. Enfin, je sais pas si ça se dit, quoi, mais il sait comment se dé avec douceur. Et c'est naturel, du coup. Voilà, il a pas besoin de charisme, il a pas besoin d'autoritarisme, ça se fait naturellement, quoi. Alors, il y a aussi donc une histoire B que j'ai trouvée plutôt intéressante si elle avait été donc contenue dans un seul et même épisode. C'est bien sûr ce qui arrive à Georgiou. On voit qu'elle a des problèmes vraiment très très étranges. On sait qu'elle a des flashbacks qui sont chelous, qu'elle a des absences. Donc lors d'un examen avec le docteur Culbert, là on voit qu'il y a un vrai problème parce qu'à un moment donné on a l'impression qu'elle perd de son intégrité physique en quelque sorte. Alors est-ce que vous avez une théorie sur ce qui lui arrive ? Sur ce qui lui arrive ? Bah en fait physiquement non. Je pensais que ça allait être strictement psychologique au début et ça pourrait venir tout naturellement de la partie Cronenberg d'il y a quelques épisodes, son interrogatoire qui semble l'avoir un peu choqué, puisque ça se déclenche après ça, il me semble, dans l'épisode de ce moment-là. Après, le fait que ça devienne physique, non, j'ai pas du tout d'idée. Alors, on nous a parlé d'un éloignement de l'univers miroir, est-ce que ça pourrait, du coup, elle pourrait perdre de son intégrité moléculaire parce qu'il y a un champ qui n'est plus là, par exemple, je sais pas, une explication scientifique de ce genre. C'est possible, mais ouais, j'étais un peu perplexe sur le fait que ça se manifeste physiquement en fait dans cet épisode. Et ça a l'air d'aller de mal en pis. Et à mon avis, on va pas tarder à avoir un gros truc sur le sujet, quoi. Ça risque d'être un des gros plots à venir. Je suis en train de me demander si c'est pas une sorte d'androïde ou d'hologramme poussé, parce qu'effectivement dans l'épisode avec Cronenberg, elle arrivait à pirater l'hologramme avec un clignement des yeux. Et de plus en plus, je me demande si c'est pas une copie, quoi, ou vu qu'elle avait plein de systèmes de sauvegarde là pour s'enfuir, s'ils auraient pas hérité d'une copie, quoi. C'est vrai que moi, ça a été ma première idée également, mais c'est vrai que ce que vient de dire Manu là me fait penser que oui, imaginons qu'on a un univers miroir. Donc un univers parallèle où forcément toutes les décisions qu'on prend elles sont différentes et ça fait des embranchements et ça fait plusieurs univers qui peuvent en découler et que forcément si elle est passée d'un univers à un autre et qu'en plus de ça elle fait un voyage temporel de presque 1000 ans dans le futur, forcément l'univers parallèle dont elle est issue, il s'est forcément plus éloigné en 1000 ans par rapport à l'univers où elle se trouve maintenant et la temporalité où elle se trouve maintenant, et que peut-être que c'est cette action-là qui fait qu'effectivement, comme le suggérait le personnage de David Cronenberg, que ça puisse avoir une incidence sur elle. C'est peut-être une histoire de déphasage en fait, comme on en a souvent dans les... Et du coup, alors peut-être que justement la solution, ça serait de la renvoyer dans le passé. Je vous donne une théorie sur la saison 4 de Discovery. Moi, je suis persuadé que la saison 4 de Discovery va se passer quelques dizaines d'années après l'époque d'Enterprise, où en gros le code source qu'ils vont trouver à la fin de la saison avec la musique est une sorte de code source à tous les coups, un peu comme justement le code du master là dans Doctor Who là, les tambours, va les ramener à cette époque après Archer, après la création de la fédération, et ils vont essayer de trouver le mec qui a placé ce code à ce moment-là pour détruire la fédération dans le futur. Je suis persuadé de ça. Toi, tu veux dire qu'en fait, c'est les guerres temporelles c'est un résidu des guerres temporelles, en fait. Ouais, je pense, ouais. Eh ben, tu sais quoi, si c'est ça, je serais assez content parce que j'aimerais bien qu'on en fasse quelque chose de sympa de ces guerres temporelles. Parce que elles ont été rementionnées. Donc, voilà. Ouais, elles ont été rementionnées plusieurs fois. Ouais. Donc ça serait pas déconnant, oui, effectivement. Et ça serait intéressant et ça serait l'occasion de revoir certains personnages d'Enterprise, pourquoi pas. Et puis, il y a un truc qu'on sait maintenant depuis un petit moment et qui est plus ou moins officiel, plus ou moins officiel, que moi je pense officiel, c'est que Daniels dans Enterprise était un agent de la section 31 et on n'a jamais eu confirmation ou pas confirmation qu'il n'existe pas une section 31 qui s'occupe du temps aussi. Si, il y a une brigade temporelle, elle intervient dans Voyager justement, il me semble. Et dans Deep Space Nine aussi, il y a deux agents. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et rien ne nous empêche de croire bref, je suis sûr qu'il va y avoir un micmac et ça permettrait de faire la boucle bouclée du genre pourquoi Spock a jamais parlé de sa sœur et pourquoi le Discovery a jamais été connu, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je me disais, c'est que effectivement on peut toujours nous dire le Discovery
tout ce qu'on a vu de Star Trek là dans les séries précédentes, c'est la version où le Discovery est parti dans le futur et n'est jamais revenu. Et hop, et après, donc Discovery, ils reviennent. Et du coup, ça va faire la retcon. Et donc, on pourrait imaginer donc, des saisons... une réintégration dans la continuité. Voilà, exactement. Un truc... D'un point de vue technologique, c'est chaud quand même. Oui, mais bon, je veux dire, il le mentionne. On va pas le montrer. On va pas incruster Michael Burnham dans la nouvelle génération. Enfin, dans les séries, dans TOS, tu vois. Ça serait ridicule. Mais ça serait juste évoqué comme ça. Mais ça changerait rien sur le déroulement des événements, mais ça serait un petit truc un peu à la Dawn dans Buffy, la saison 5 de Buffy, tu vois, je trouve que ça serait plutôt intéressant. Et puis de toute façon, moi, depuis le début, je me dis que c'est ce qu'ils vont faire, donc je ne serais pas choqué qu'ils le fassent, et qu'effectivement, ils passent par ton idée, Cyril Michael, c'est-à-dire de revenir donc, à la naissance de la Fédération, et puis voilà, quoi, ouais, ça pourrait être intéressant. Et puis pour finir, il y a quelque chose qui... Bon, faut jouer à Star Trek Online, qui est plus ou moins canon et pas canon. Enfin, c'est un peu... Ils essayent d'être raccords à chaque fois. Dans Star Trek Online, il y a toute une campagne avec les Kerim, justement sur ce Vanish Time, ce point dans le temps où toutes les factions temporelles peuvent se réunir. Il y a une sorte de station temporelle, fournie notamment par l'Empire Kerim. Et c'est vrai que depuis que... on est quand même au 32e siècle, quoi. Les Kerim qui étaient des personnages dans Voyager, Voyager, c'est le double épisode avec ce vaisseau qui est capable d'effacer la temporalité d'une planète. Excellent épisode. Et donc du coup, dans Star Trek Online, l'Empire Kerim est revenu. Et l'Empire Kerim a des liens notamment avec le constructeur des sphères d'Enterprise. Ok. Voilà. D'accord, intéressant. Donc, voilà, pour ceux qui jouent, il y a pas mal de choses. À Wikipédia. Voilà. Il y a pas mal de choses là-dessus, et notamment aussi avec les Nagul, qui étaient les méchants, là, qui étaient devenus des nazis dans l'époque de Archer, là. Voilà. Bref, faut... Ça, par contre. Hein, ouais. Du coup, eux, ils essayent de faire une boucle comme ça. Et vu que c'est plus ou moins officialisé par CBS et Paramount, le jeu, ouais, enfin bon, le jeu vidéo est autant raccord avec les séries Star Trek et les films Star Trek que, par exemple, Agent of S.H.I.E.L.D. l'était avec le MCU. Hein, donc, après... Il court derrière, mais bon, il n'y a pas vraiment d'aller-retour cohérent, quoi. Après, les créatifs du jeu gueulent souvent que les gars les avertissent pas. Par exemple, ils avaient limite appris en même temps que la sortie du film que Spock était remonté dans le temps. Tu sais, les 3 nouveaux films, quoi. Et ça les avait fait chier parce qu'ils avaient dû faire un arc à la toute vitesse pour expliquer comme quoi leur ligne temporelle était toujours bonne parce que Spock était quand même revenu, quoi. Et ils ont eu le même coup avec Picard parce que dans le jeu, Picard est amiral est ambassadeur sur Vulcain. Et dans la nouvelle série, il n'est pas question qu'il soit ambassadeur, quoi, tu vois. Ouais. Qui s'était basé sur le comics préquel du film de 2009. Voilà. Donc oui, forcément, ça pouvait pas coller. Donc ils ragent un peu des fois, tu les entends un peu genre, vous pourriez nous prévenir quand même. On est là. Ouais, après c'est de la gestion de licence, enfin de propriété intellectuelle, c'est jamais simple sur du multiformat. Voilà, d'accord. Donc pour revenir peut-être à l'épisode, je sais pas. Ouais, d'ailleurs, c'est bien de théorie craftée parce qu'on l'a pas beaucoup fait pour cette saison 3 de Discovery, parce que c'est vrai que par exemple sur The Burn, on n'a pas tant d'indices que ça. Là, on en a des gros maintenant. Enfin, maintenant, on en a des gros. Oui, tout à fait. Du coup, ça nous permet de dérouler comme on le fait aujourd'hui. Mais c'est aussi parce que, bon, moi, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus, hein, j'avoue, de savoir d'où vient le brasier. On l'a déjà dit plusieurs fois. Mais donc, du coup, revenons un peu à la story C de cet épisode où on voit donc un rapprochement entre Stamets et Adira, que moi j'ai trouvé vraiment très touchant et que j'ai trouvé assez intéressant dans ce que ça disait dans le sous-texte, c'est-à-dire d'avoir donc justement un personnage homosexuel qui prend un peu sous son aile un autre type de représentativité qui n'a jamais été vraiment représenté à l'écran, et voilà, et ce que ça raconte un peu donc en termes de symbolique, j'avais trouvé ça vraiment très touchant, et aussi parce que je trouve que les deux acteurs sont très très justes là-dessus et qu'ils arrivent bien à nous mettre dans le move, quoi. Je trouve que ça marche très très bien et que contre toute attente, parce que moi Stamets au début c'est vraiment un personnage que je détestais, que j'aimais pas du tout, et là lui et Culbert je les trouve vraiment c'est parmi les personnages les mieux écrits de la saison. Et je suis d'accord, moi Stamets me sortait souvent par les yeux. Dans cet épisode, je l'ai trouvé vraiment très bon et très juste. Je trouve que ça marche bien. J'ai vraiment beaucoup aimé le personnage dans cet épisode. Et tant mieux pour cette saison 3, parce que oui, il était un petit peu... il pouvait même nous taper sur les nerfs il y a quelques épisodes, quand il y avait cette espèce de conflit que j'avais déjà qualifié de totalement
inorganique entre les différents membres et entre les différents pilotes. Là, on revient à quelque chose de plus Star Trek pour moi. Ouais. Et d'ailleurs, justement, pour rebondir là-dessus et pour revenir un peu de crowdfunding, de théorie crafting, on va reparler un peu de Detmer, qui est un de mes personnages favoris à moi. Et je sais que je suis pas tout seul parce que je le vois sur Twitter qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup le lieutenant Detmer, donc la pilote, la timonière du Discovery, qui là donc du coup a eu son petit moment de gloire en pilotant justement donc le vaisseau de Book pour attaquer le vaisseau Orion. J'ai trouvé ça vraiment sympathique. Et j'ai quand même relevé que effectivement le fait qu'elle soit scannée par les consoles, ça lui plaisait pas du tout et qu'il fallait vraiment qu'elle fasse ça tout en manuel. Donc voilà, moi je reste sur mon idée que en fait c'est parce que elle a pas envie qu'on découvre que Control est en elle. Moi je commence à me dire que peut-être qu'il y a plus de contrôle et que tant mieux. Par contre, je sais pas vous, moi, je sais pas si vous avez flippé. J'ai vraiment flippé qu'elle meure dans cet épisode Detmer parce que un personnage mis en avant comme ça d'un coup, de cette façon, en pilotant un vaisseau dans une mission presque suicide, je me suis dit ça commence à craindre. Donc j'étais plutôt content de comment ça a fini. Mais oui, moi aussi c'est un de mes personnages préférés et je suis toujours content quand elle est mise en avant. Là, ça marche bien. J'ai eu du mal à comprendre comment Book a réussi à comprendre que c'était son vaisseau depuis le sol par contre, mais ça on y reviendra. Mais ce petit passage et puis ce petit duo avec Rin que je m'attendais pas à voir en fait mis plus en avant que ça dans l'épisode, j'ai trouvé ça cool. Moi, il y a un bon feeling, surtout quand il se regarde et qu'il lui fait un pouce levé à la fin de l'épisode. Je me dis tiens, c'est peut-être un nouveau duo intéressant. Moi j'ai kiffé aussi Detmer et puis je suis un peu de ton avis là, ça cache un truc bizarre. Parce qu'il insiste beaucoup là-dessus quand même. Ouais, ça insiste pas mal. Et puis, alors c'est soit peut-être une erreur de ma part, mais je sais pas si vous avez une jeune femme blonde là sur la passerelle, qui est souvent d'ailleurs aux commandes, qui aurait dû être le numéro 2 de ce que je comprends. Et d'ailleurs, c'est justement, je te coupe 2 secondes juste pour dire qu'à un moment donné, c'est elle qui fait une réflexion à Saru sur elle pose des options en disant attention, il faut pas le faire. C'est ça que doit faire normalement un numéro 1. Et donc, il me semble, sous votre validation, que c'était l'actrice qui jouait sous le masque de la... Qui jouait Ariam, ouais. Qui jouait Ariam, tout à fait. Et moi, je me dis... Mais seulement dans la saison 2. D'accord. Et moi, je me dis, depuis un moment, elle est apparue comme ça, d'un coup. Et c'est peut-être un personnage, tu sais, un peu temporel ou une sorte de je sais pas. Je trouve qu'elle a popé comme ça, on nous a pas expliqué d'où elle venait. Ça y est, tu es reparti dans la théorie des guerres temporelles. Ouais, je pense qu'il y a un truc. Non, moi je pense que c'était juste qu'ils avaient envie de la garder. De garder l'actrice. Et puis comme justement elle était sans make-up, elle était pas reconnaissable et que du coup elle pouvait jouer un deuxième rôle. Moi je pense que c'est essentiellement ça. Je pense aussi, ouais. Pour Detmer, ce que j'ai trouvé très rigolo, c'est qu'elle aurait pu être un méchant pilote d'X-Wing. Oui. Parce que la scène de bataille, c'était ça, quoi. Et c'était cool parce que du coup, on est passé d'un personnage en début de saison qui était très faible et qui se reprend un peu en main. Et tu vois, c'est ces petits détails qui font que tu as envie de suivre un équipage dans Star Trek. Chacun a sa petite histoire, ils peuvent pas tous avoir un épisode pour être mis en avant, donc à chaque fois c'est une petite résolution, une petite étape, tu t'attaches à tous les personnages. Et je trouvais que ce qui manquait beaucoup dans Discovery, même si le parti pris c'était pas de suivre un capitaine mais plutôt un lieutenant ou un petit gradé, on n'arrivait pas à s'attacher aux personnages. Ou alors c'était à grands coups de pathos, quoi. Alors je lance du theory crafting, j'en ai jamais parlé jusque-là, mais je me demande si plutôt que de nous montrer qu'elle est contaminée par contrôle, elle serait pas en train à moitié avec son implant cybernétique de fusionner avec le Discovery pour donner ce qui serait l'IA qu'on a vu dans le futur, c'est-à-dire qu'elle donnerait sa voix au Discovery en finissant par fusionner avec lui et devenir à ce que le perso meure physiquement et devienne ça, quoi. Ah ouais, c'est ambitieux. Parce qu'on nous a parlé de la sonde en début de saison, on nous a montré que, c'était peut-être pas en début de saison d'ailleurs, on nous a montré que la sonde commençait à se développer et interagissait avec le Discovery. Mais cette sonde n'a pas de voix. Et du coup, le fait qu'on sait que dans le futur, le Discovery a une IA avec une voix qui semble avoir une personnalité, ça me paraîtrait pas déconnant d'avoir une fusion de Detmer et du Discovery à terme. Surtout que le pilote du Discovery qui fusionne avec le Discovery, ça reste presque tracé, quoi. Ouais,
Moi, je trouve ça un peu triste quand même pour Detmer, mais oui, pourquoi pas. On verra, hein, c'est peut-être... je dis peut-être des bêtises. Oui, bah de toute façon, si ça arrivait, je pense que ça n'arriverait que dans pas mal de saisons ou d'épisodes en tout cas. Donc c'est sûr que ça serait assez lointain. Et justement, donc tu parlais de Book, que tu disais, mais comment il a pu voir que c'était son vaisseau en étant au sol sur la planète. Moi, il y a aussi d'autres choses que j'ai notées, c'est que quand il y a le vaisseau Orion, il y a des problèmes d'échelle hein, pour moi. Quand le vaisseau Orion tire ses torpilles à photons, ça fait des grosses explosions parce qu'on voit la surface de la planète, donc on se dit si à cette distance-là on est capable de voir une explosion, c'est que l'explosion elle doit être gigantissime. Et puis quand on est à niveau humain, donc quand on court avec Book et Michael, en fait c'est des petites explosions normales quoi. Donc qui font péter un arbre ou deux et c'est tout quoi. Je suis d'accord, il y a des vrais problèmes d'échelle et je trouve l'action parfois confuse en fait. Je me retrouve à me demander dans l'épisode, mais en fait à quel moment ils ont exposé cette idée. Tu vois, même quand Detmer attaque le vaisseau semble être invincible et puis d'un coup elle arrive à faire ce qu'elle veut quoi parce qu'elle a pris le contrôle manuel, mais enfin ça change rien aux défenses du vaisseau qu'elle ait pris le contrôle manuel, donc j'ai pas forcément tout compris. Mais ouais, je trouve que parfois ils sont un peu confus dans leur action et qu'ils mériteraient de poser un peu plus leurs principes. Oui, parce que, ouais, comme on le dit, tout est rushé, ils prennent pas le temps d'expliquer, d'approfondir les choses, et donc, du coup, effectivement, on se pose plein de questions. Moi, quand on était sur la planète, je me suis posé plein de questions, et d'ailleurs, à un moment donné, il y a Michael, elle tire sur un gars, ça se trouve, elle a buté le cousin de Book, et ça, personne n'en parle. Oui, on n'a pas compris si les armes étaient létales ou pas, ouais. Bah, c'est des flèches, donc, le mec, il se prend une flèche, genre, au niveau de... Ouais, mais ça avait pas l'air, ça avait l'air d'être la petite piqûre de moustique, tu vois, c'est tout le problème. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, on va les compter. Elle était pas, c'était pas de la légitime défense non plus, hein, parce qu'ils allaient pas les buter, hein, ils voulaient juste les arrêter. L'autre, elle lui a tiré dessus. On sait pas quel effet ça a, mais en tout cas, tout le monde s'en fout, hein, ça c'est sûr. Puis dans la résolution, enfin, on arrive à la fin là, de ce que tu racontes sur la résolution. Je sais pas, au début de l'épisode, Book lui dit, voilà, avec les sauterelles de mer. On a beau être des empâtes, on n'arrive pas à les faire retourner dans la mer, donc on a besoin de produits. Et heureusement qu'il y a Michael pour dire mais vous êtes 2 empâtes, vous avez pensé à faire ensemble les trucs ouais. Rayon du Discovery pour. Voilà. J'ai trouvé ça. On vous le dit souvent. C'était traducteur en bout. Voilà, le Deus Ex Machina à la fin. C'est un peu facile, quoi. Tu vois. Ouais. Après, tu m'aurais dit s'ils étaient tous empâtes sur la planète, je voulais bien, tu vois. Et genre, il y en a que 2 sur la planète ? Bah, c'est ça qui est pas clair hein, pour moi. Moi, j'ai pas compris quoi. Ils sont vraiment que 2. C'est bizarre, non ? Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. C'est un peu. Et s'ils sont pas que 2, bah pourquoi ils sont jamais organisés pour s'y mettre à plusieurs ? Tu vas pas me dire que s'ils sont pas quelques dizaines, ils vont pas réussir à faire ce qu'il faut. Organiser une battue. Et puis d'ailleurs, je me dis, mais les sauterelles de mer, ok, très bien, elles retournent dans la mer, mais si elles sortent de la mer, c'est bien pour chercher à bouffer. Donc ça veut peut-être dire que dans la mer, il n'y a plus rien à bouffer. Il faudrait peut-être se demander pourquoi elles sortent de la mer et pour qu'elles viennent, parce que t'as beau leur demander de se casser, elles vont forcément revenir du coup, s'il n'y a plus rien à bouffer. Ouais, c'était pas logique, ouais. Tout ça, c'est vraiment ils se posent même pas les questions, je veux dire, les scénaristes là-dessus, voilà, ils font, et puis c'est comme ça, et puis c'est marre. Mais quand ils réfléchissent 2 secondes, tu te dis, mais ouais, on comprend pas, quoi. C'est pas au logique. Deuxième visionnage, ouais, ça m'a sauté aux yeux. C'est vrai qu'au premier, j'avais pas réfléchi à ça parce qu'il y avait trop de trucs. Mais au deuxième, j'ai fait, attends, ouais, mais ils sont que 2 là, ils étaient 10 il y a 2 secondes là. Elle les a tous tués, Burnham. Oh bah ok, ils sont plus que 2. Bon bah voilà. Bon, par contre, le fait que ce peuple-là ne soit pas très avancé, ça s'explique parce que justement l'amiral l'expose bien au début de l'épisode en disant que la chaîne d'Emeraude, elle rentre en contact avec pas mal de mondes qui sont pré-distorsion. Donc qui n'ont pas justement la capacité qui ne l'ont jamais eu jusqu'au moment où ils se pointent, de pouvoir voyager de monde en monde et donc d'avoir une technologie super avancée comme n'importe quel pays comme n'importe quelle planète de la Fédération. D'ailleurs, vous avez compris comment se déplacent les vaisseaux ? Lesquels vaisseaux ? Par exemple, le vaisseau des Orions, là, de la chaîne nébulaire. Là. Ils ont du dilithium, ouais. Ils ont du dilithium, mais ils en ont presque plus. D'accord, parce que moi, de ce que j'avais compris, c'est pour vous dire à quel point j'ai pas bien compris, c'est qu'en gros, même avec du dilithium, vu que tout était détruit, le réseau subspace était détruit, parce que pareil, encore Michael lui dit, si on prend un tunnel de transdistorsion,
on a une chance sur 2 d'y rester. Je me suis dit, en fait, ils voyagent que comme ça, quoi. Ils connaissent les tunnels de transdistorsion laissés par les Borg ou n'importe qui, et ils s'en servent pour aller se déplacer d'un point A à un point B, quoi. Mais du coup, dans ma tête, encore jusqu'au début de la saison, c'était pas clair que tu pouvais te déplacer en distorsion. Si, en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est uniquement les vaisseaux qui étaient actifs au moment de The Burn qui ont vu leur dilithium exploser, mais une fois, c'était un événement one-shot, et une fois qu'il était passé, on peut se resservir du dilithium, quoi. D'accord. C'est comme ça que je l'ai compris. Et moi, je l'ai compris comme ça aussi. Donc, ce qui fait que tu as quasiment tous les vaisseaux qui existaient à ce moment-là qui ont explosé avec la réserve de dilithium qui vont avec. Sachant que le dilithium était déjà rare avant cet événement, bon, bah, on comprend que tout se soit cassé la gueule dans les années ou les mois qui ont suivi, quoi. Bah, tu vois, à chaque fois, je me dis, mais ils font comment ? C'est pas clair. Non, bah oui, c'est comme on se disait la semaine dernière, comment ils arrivent à contacter Vulcain, alors qu'on nous explique que... Oui, ce qui était déjà étrange à ce moment-là, qu'ils n'arrivent plus à communiquer parce qu'ils ont plus ce qu'il faut, quoi. Mais, on sait pas trop pourquoi, et puis finalement, un épisode sur 2, ils arrivent quand même à communiquer, donc bon. Ouais, là, il parle d'un réseau de messagers, je crois, un courrier network, quelque chose comme ça. Mais oui, ça a l'air d'être un peu à la demande selon ce dont ils ont besoin, quoi. Ouais, c'est ça. Et sinon, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est le 2e épisode où Book garde sa chemise tout le long de l'épisode. Et puis j'ai adoré les peignoirs de l'espace, là. Ils se baladent en peignoir là tout le long, là. Je me suis dit, ils avaient plus de budget pour les costumes. Ils ont fait un truc simple. Captain, incoming message. Bonjour à tous. Je trouve que depuis quelques épisodes, la qualité a légèrement décliné. Là où on nous présentait des voyageurs temporels venus du passé à la recherche de la Fédération, depuis qu'on l'a retrouvée, je trouve que la série fait du sur place. Alors, ce que j'ai bien aimé dans l'épisode, c'est tout d'abord Adira. Star Trek a toujours été à la pointe des sujets sociétaux, et il est intéressant de noter que les trills leur permettent d'aborder certains sujets complexes. On se souvient par exemple que Deep Space Nine avait été la première série à montrer 2 femmes s'embrassant. L'épisode avait fait grand bruit à l'époque, et il a bien tenu le test du temps du fait du personnage de Jadzia Dax, prête à tout par amour. Cet épisode est également très délicat du fait de l'interprétation et de la manière dont le sujet est abordé. Adira s'affirme, s'explique, et elle est comprise. Donc voilà, j'ai trouvé que le sujet était abordé de manière délicate et sensible. Alors, petit clin d'œil sympa. Saru et Tilly sont en train de marcher, de discuter et de débriefer dans le couloir. Tilly prend des notes au fur et à mesure. Alors, ça m'a tout de suite fait penser à The West Wing et les nombreuses scènes de brief où CG, Toby et les autres marchent, lisent et discutent. C'est très efficace dans la mise en scène, c'est plutôt bien joué, sympa. Voilà, moi j'en redemande des scènes comme ça, de Saru et Tilly en train de débriefer, de marcher à la manière des personnages de The West Wing. La qualité d'un méchant est importante et je trouve que ici, Osiria est exactement ce qu'on reproche à ce type de série, c'est-à-dire une méchante banale qui balance ses sbires au vert comme dans les très mauvais serials. C'est un peu ridicule, vu des centaines de fois et on a juste envie de lui dire « mais les hommes de main, ça pousse sur les arbres, sérieusement ?» Donc voilà, un peu de retenue, un méchant un peu plus complexe, ce serait intéressant. Il y avait aussi quelques scènes spectaculaires avec Georgiou en train de subir les effets de quelque chose. On ne sait pas encore trop quoi. Alors, la scène est spectaculaire. Moi, je trouve qu'on ne peut pas encore comprendre ce qui est en train de se passer, mais c'est intriguant. Alors, je dois dire qu'il y a des choses qui m'ont dérangée, et c'est vrai que Romain les avait mis en exergue dès le premier épisode. C'est qu'il y a énormément de violence. Les morts s'accumulent. Alors, certes, on est dans un futur dangereux, inconnu, où il n'y a pas d'ordre, donc ce qui peut expliquer le nombre de morts, mais en fait je trouve que tout est extrêmement graphique, violent et gratuit. L'épisode se termine sur une note très gaie et voir Burnham sourire et partir l'air heureux, ça fait plaisir et on a envie qu'elle soit heureuse encore très longtemps. Voilà, écoutez, j'espère vous retrouver la semaine prochaine et je vous souhaite longue vie et prospérité. Tout à l'heure, tu parlais justement une notion Doctor Who, le coup de la musique, quand ils ont... Alors, je m'attendais à ce que The Burn aille jusqu'au bout de la saison. Là, en fait, ça nous donne l'étape d'après, quoi. Une autre origine que The Burn, où on a eu justement un point d'origine et cette musique au milieu. Et justement, moi, ça m'a aussi fait vraiment penser... C'était ça, ma référence Doctor Who de l'épisode original, même si, du coup, je me rends compte qu'il y en a beaucoup. Ça m'a fait penser...
Ouais, tu parlais du tambour de Doctor Who, il y a aussi le Bad Wolf, des choses comme ça. Toute la période Russell T. Davies, en fait, ça m'a rappelé ça, donc c'est pas du mauvais Doctor Who. Ça m'a juste... j'ai trouvé ça bizarre, en fait, au sein de Discovery, et ça me rappelle tout le plot autour de l'Ange Rouge dans la saison 2, avec cette espèce de côté mystique qui est scientifiquement révélé en fin de saison. Mais je trouve qu'il y a une structure qui rappelle la saison 2 de ce point de vue. Cette espèce de mystère, on se demande vraiment d'où ça vient et comment ça peut exister, parce que les personnages ont l'air vraiment interloqués de se dire mais en fait il y a une musique que tout le monde entend un peu partout, enfin qui rentre dans l'esprit des gens. Je sais pas trop quoi en penser en fait, je suis un peu sceptique sur l'idée, j'attends de voir comment ça sera résolu. Mais en tout cas, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite en fait presque. Bah, c'est pas plus mal hein, s'ils ont envie d'en traiter, mais du coup, moi je me demande quand même, tu vois, je veux dire, on n'a pas vraiment de théorie de qu'est-ce qui a pu déclencher ça, qui, quand, pourquoi, comment. On a commencé à voir le comment un petit peu, mais ça reste quand même très très confus et moi je vois pas trop où est-ce qu'ils veulent aller avec ça. Et surtout pourquoi, ouais. Moi j'ai peut-être une théorie, non j'ai pas une théorie, mais il y a un leitmotiv qui revient dans tous les épisodes, c'est l'écologie, je sais pas si vous avez remarqué. Bah si, carrément. Et il y a déjà 2-3 références à un peu la surexploitation de Starfleet et de la Fédération des Planètes Unies. Et il y avait un épisode qui épuisait pas mal les couloirs, avec la distorsion. Et il y avait d'autres épisodes aussi dans Voyager avec ces problèmes de pollution de l'espace, quoi. Et c'est un truc qui revient souvent, la thématique de la surexploitation. Tout à fait logique. Et d'ailleurs, pour recentrer cet épisode, donc c'est un épisode de la saison 7 de la nouvelle génération, où en fait c'est un peuple qui essaye d'alerter la Fédération sur les voyages à distorsion qui déchirent l'univers en quelque sorte. Et qu'en gros, que du coup, oui, c'est donc la métaphore de nous avec le pétrole, hein, tout pareil. Qu'en fait, plus certains... les voyages à distorsion sont pratiqués fréquemment à très grande distance et vitesse à certains endroits de l'univers, ça déchire l'univers et donc c'est très très grave. Et que suite à ça, justement, la Fédération va mettre des limitations de vitesse. Des limitations de vitesse qui vont rester après dans le reste de la franchise et qui seront qui sauteront quand il y aura une situation exceptionnelle sur laquelle il faudra intervenir très très vite. Et je me souviens très bien que cet épisode-là, il était quand même un petit peu inquiétant parce qu'il y avait quand même Geordi et Picard qui se demandaient si ils allaient réussir à trouver une technologie différente pour remplacer le voyage à distorsion et puis continuer à faire pareil. Et ils finissaient par se dire, essayer de se faire un peu la méthode Coué, oui, on va bien trouver quelque chose, bien sûr. L'épisode en question est le 8e de la saison 7 de la nouvelle génération, intitulé très justement « La force de la nature ». Et donc effectivement, on pourrait très bien imaginer que c'est ce peuple-là qui, comme des lanceurs d'alerte de l'époque, aurait donc trouvé une manière de faire en sorte que c'est bon, maintenant on arrête, on pète tout, quoi. Et ça serait cohérent du coup avec toutes les thématiques de cette saison 3, effectivement. Mais il l'avait un peu aussi exploité dans Discovery avec le Stamet de l'univers miroir qui en fait détruisait le réseau mycélien avec une surutilisation. Et il y avait déjà cette problématique qui était développée. Captain, incoming message. Salut Guigui, salut à toute l'équipe du Quadrant Pop. Je regrette assez peu de ne pas être avec vous cette semaine car j'ai trouvé cet épisode complètement nul, pour être tout à fait honnête. Mais puisque tu me laisses l'opportunité de faire une petite pastiche, j'aimerais parler d'une séquence en particulier qui m'a particulièrement agacé. Et cette séquence m'a agacé parce qu'en plus elle touche un personnage que j'aime beaucoup cette saison et une thématique qui est chère à mes yeux. Je vais parler du coming out, je sais pas si c'est le bon terme, mais on va dire coming out du personnage d'Adira, quand elle demande à Stamets et au Dr Culbert de ne plus l'appeler par le pronom défini elle, mais de l'appeler par le pronom indéfini en genre ze ou zem. Pour vous expliquer pourquoi ça m'énerve, en fait, j'aimerais revenir un petit peu aux origines de Star Trek. Star Trek, c'est une série qui commence en 66. En 66, les lois ségrégationnistes aux États-Unis sont à peine, sont encore présentes ou à peine viennent d'être votées pour être enfin annulées. Le racisme aux États-Unis est encore extrêmement présent. Et on est également dans la guerre froide. Et ça n'empêche pas Gene Roddenberry de mettre sur sa passerelle une noire et un russe. Ce qui est notable dans Star Trek, c'est pas tant qu'ils mettent un noir et un russe, c'est qu'il le fait de manière tout à fait normale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul épisode dans la série
où les origines russes de Tchekhov ou le fait que Uhura soit une femme noire soient évoquées. Ce n'est pas évoqué pour une raison très simple. Dans le futur, dans l'esprit de Gene Roddenberry, c'est normal. Personne ne s'émouvra dans le futur de voir une noire officier supérieur sur un vaisseau militaire ou de voir un russe dans la passerelle. L'histoire lui a déjà donné raison, puisqu'aujourd'hui dans l'espace on a déjà des équipages américano-russes dans la navette spatiale, dans la station spatiale internationale, et même si le racisme anti-noir est encore extrêmement présent, évidemment, ça choquerait pas d'avoir un noir haut placé dans une société ou dans un service militaire. Mais il faut, si tu te remets dans le contexte de 67, ce qui est merveilleux, c'est de l'avoir fait, mais ce qui est merveilleux, c'est de l'avoir fait sans que ça en soit un sujet de la série. À aucun moment, le racisme anti-noir n'est traité tel quel dans la série. Star Trek va parler du racisme, il va en parler à travers d'autres manières. Par exemple, à un moment donné, un épisode qui est culte, mais un petit peu ridicule, où ils vont rencontrer une population qui est en guerre civile, parce qu'une partie de la population a le visage droit, qui est la moitié du visage qui est blanc, la moitié du visage qui est noir, et l'autre partie de la population a la même chose, mais le côté droite et gauche sont inversés. Ce qui met le doigt sur l'absurdité absolue du racisme. Mais quand Roddenberry veut parler du racisme, il en parle à travers cette planète, il n'en parle pas à travers le personnage d'Uhura. J'en reviens à Adira. Ce qui m'a énormément choqué dans cette scène, c'est que la façon dont ce thème est abordé et la façon dont elle fait sa demande à Stamets Ekelbert, ça pourrait exactement se dérouler aujourd'hui. Aujourd'hui en 2020. Ce que je veux dire, c'est que cette question des pronoms indéfinis en genre, par exemple, c'est une question qui est extrêmement actuelle. C'est une question qu'on se pose. Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui se demandent comment elles peuvent être plus inclusives, par exemple. Et parmi les recommandations, moi c'est le cas dans ma société, donc je peux en parler assez justement. On nous demande de considérer le fait, par exemple, de préciser si on veut être appelé il, elle ou zé, par exemple, dans le cas d'une boîte anglaise. C'est d'ailleurs un petit peu plus difficile à traduire en français parce qu'on n'a pas vraiment un pronom indéfini de genre, on a un pronom indéfini de désignation qui est on, mais bon, c'est un autre sujet. Donc voilà, j'en reviens à pourquoi ça m'énerve, parce que une fois de plus, il y a une incapacité totale des scénaristes à se projeter dans le futur. Si on estime que dans le futur, la non-binarité et l'usage des pronoms indéfinis en genre est une normalité, il ne devrait pas y avoir une conversation sur pourquoi je veux que vous m'appeliez comme ça. Les personnages devraient juste l'appeler comme ça. C'est d'ailleurs aussi, je trouve, un petit peu un problème avec les personnages de Stamets Ekelbert, qui sont donc homosexuels. C'est amusant de constater que pour la première série Star Trek qui intègre un personnage homosexuel, les scénaristes des nouvelles séries se soient sentis obligés que ce personnage homosexuel ait une relation au sein même du vaisseau. C'est-à-dire que s'il y a un personnage homosexuel dans la série, il doit avoir une relation homosexuelle au sein du vaisseau. Vous remarquerez que pour les autres personnages, il n'y a pas forcément de relation hétérosexuelle ou même interraciale, on pourrait imaginer dans Star Trek, au sein du vaisseau, à part Michael qui a des petites amourettes. Mais voilà, on se demande, est-ce que ça aurait été tellement compliqué d'avoir un personnage homosexuel dans la série pour lequel ça soit tellement normalisé qu'il n'ait pas besoin d'avoir une relation au sein du vaisseau. Il est homosexuel, c'est tout. On s'en serait rendu compte comment, j'en sais rien. Peut-être qu'il en aurait parlé au détour d'une conversation. Peut-être que dans un épisode, il aurait fait une rencontre amoureuse, comme le fait Michael quand elle rencontre Book, au détour d'une mission. Mais on voit que il y a une incapacité totale à être dans la nuance, en fait. À chaque fois qu'on veut parler de sujets modernes, importants et qui ont leur place absolument dans Star Trek, l'homosexualité bien sûr, la non-binarité qui est un sujet, on va dire le genre d'une manière générale, qui est un sujet extrêmement actuel, on voit à quel point les scénaristes sont incapables de le faire avec nuance. Ils sont incapables de se projeter dans un futur où ces sujets seront devenus des non-sujets et ils sont incapables de t'amener le sujet, sont appuyés dessus d'une manière absolument comme un bulldozer, finalement. Voilà, donc une scène qui m'a énervé, et j'insiste qu'elle m'a énervé particulièrement parce que, je trouve que c'est une mécompréhension de Star Trek, et deux, je trouve que le personnage d'Adira, pour moi, est une des très 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 grandes réussites de cette saison. C'est un personnage que je trouve attachant, réussi. Je trouve qu'elle a tout pour être un grand personnage de Star Trek, ce personnage. Elle est sensible,
Elle est pas trop quoi que ce soit. Elle est pas trop belle. Elle est pas trop forte. Elle est pas trop musclée. C'est quelqu'un de... Je pense qu'il y a énormément de gens qui vont pouvoir se projeter dans ce personnage d'Adira. Elle est normale, en quelque sorte. Et la normalité, c'est quelque chose que Star Trek a toujours recherché. Et associer normalité et minorité, c'est toujours un excellent point de représentation. J'ai toujours pensé que Star Trek était la série majeure en termes de représentation. Voilà, je suis désolé si cette pastille est un petit peu plus longue que prévu, mais c'est un sujet qui me tenait à cœur. Je vous souhaite une bonne fin de podcast et je vous retrouve la semaine prochaine. Longue vie et prospérité à tous. Moi, je trouve que la scène, justement, on en a parlé un peu, mais de Stamets et Adira, je trouve qu'elle marche bien, en fait. Je trouve que c'est assez organique et ça a le mérite d'être fait par des gens qui sont concernés, en fait, et pas que par des mecs qui écriraient ça pour se faire un côté woke à la série. Moi, je trouve qu'en fait, c'est bien amené et que ça marche bien. Alors après, c'est difficile de savoir comment ça sera pris par tout le monde, mais pour moi, ça a été relativement bien géré. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je l'ai trouvé plus convaincant que n'importe quel texte politique ou revendication, quoi. Je veux dire, j'ai compris la situation transgenre du personnage, très simplement, où elle a demandé à être appelée Yel, point. Et ça a pas fait des caisses, et c'était simple et limpide, quoi. Là, c'est pas vraiment transgenre, en l'occurrence, c'est non-binaire. C'est non-binaire, ouais, voilà, pardon. En fait, moi, je comprends la remarque de Romain, qu'on a dû écouter tout à l'heure dans la capsule, qui est que In-Universe, à cette époque dans Star Trek, normalement, c'est plus du tout un sujet et que c'est étrange que Adira ne l'ait jamais dit à d'autres personnes que Gray et Stamets. Comme si c'était encore un sujet, alors que c'est une préoccupation contemporaine, mais on imagine que dans 1000 ans, on a dépassé ça. Je suis pas totalement d'accord, parce que ne serait-ce que l'épisode de Next Generation avec cette race non-binaire... oui, c'est vrai. Je sais plus le nom de la race, avec mais le traitement de la race, déjà, c'était pas forcément accepté de la même façon par tout le monde. Et du coup, je trouve que ça reste cohérent avec ce qui avait déjà été développé, justement, In-Universe là-dessus. Puis pareil, dans Enterprise, il y avait le même épisode. Hein. Je me rappelle plus dans Enterprise. Dans Enterprise, il y avait le chef mécano, là, ouais. Qui couche avec tout ce qui bouge, et qui apprenait à lire justement à une planète du troisième sexe aussi. D'accord, ah oui, je me souviens, oui, tout à fait. C'est une race qui a besoin d'un troisième sexe pour se reproduire, et ça faisait un peu la servante écarlate, en fait. Moi, je pouvais comprendre quand même que c'est bizarre de se dire que dans le futur In-Universe, il y a encore ces difficultés-là pour qu'Adira se sente, entre guillemets, oppressée au point de le dire à personne d'autre, quoi. Mais moi, de mon point de vue, je le mets facilement de côté. C'est pas grave, quoi. On peut très bien faire une petite entorse à la cohérence d'un univers de fiction au profit d'un truc comme ça. C'est pas bien grave. Le fait de tordre un petit peu une logique intra-univers pour mettre en valeur une thématique importante, importante et contemporaine, c'est pas grave du tout, et moi ça me semble très bien, parce que c'est pareil, les notions de racisme dans Deep Space Nine, on pouvait dire que c'était étrange que Sisko le ressente encore à son époque, à son niveau, alors qu'il devrait pas. Il existait ces histoires de racisme entre les Ferengi et les humains, mais que Sisko le ressente comme il le ressent, parce que l'acteur avait des choses à faire passer, c'est pas grave, quoi. Franchement, c'est pas grave. Et c'est fin. Je suis complètement d'accord là-dessus. Et du coup, mais malgré tout, donc au-delà de ça, c'est traité avec finesse, c'est bien écrit, c'est bien interprété, ça prend pas beaucoup de place dans l'épisode, donc du coup, c'est bien, quoi. Voilà. Pour compléter sur le sujet, que justement, c'était amené de façon... Et c'est un des grands mérites de Star Trek, c'est toujours d'être amené les choses avec tellement de finesse, c'est des choses auxquelles t'aurais pas pensé, parce que t'es pas concerné, que ça te permet d'y réfléchir, mais sans te sentir attaqué. Et ça, je trouve ça prodigieux, voilà. Mais justement, sur un sujet assez lié, tu te souviendras sûrement, Guigui, parce que c'était il n'y a pas si longtemps, au début de Discovery, où tu te plaignais de la façon dont ils faisaient le forcing sur le caractère femme forte de la série, là où il y a 20 ans, avec Voyager, ils n'avaient pas besoin de le faire, en fait. Un truc qui m'a marqué dans cet épisode, c'est le moment où... j'ai perdu son nom, mais de la capitaine de Orion contacte Saru. Osyraa, ouais. Déjà, on a une antagoniste face à un capitaine masculin.
Mais en plus, quand tu vois le plan sur le pont du Discovery, il me semble qu'il y a genre 4 femmes et 2 hommes. Mais en fait, ils insistent pas dessus et ça s'est fait naturellement avec l'évolution de la série. Et j'ai l'impression que la série a pris en maturité de ce côté, c'est-à-dire qu'elle a juste placé des personnages naturellement dans des positions de pouvoir et se prend plus la tête à essayer de le montrer. En fait, on s'en rend compte presque par hasard, quoi. Et c'est marrant que tu te dises ça parce que je me suis fait exactement la même réflexion. Je me suis dit, tiens, antagoniste féminine, tiens, oui, il y a quasiment que des filles sur la passerelle, c'est normal. Je veux dire, on se pose plus la question, ils font plus le forcing au niveau de la mise en scène et de l'écriture. Du coup, ça passe je trouve crème. que ça a carrément plus d'impact comme ça, en fait. Exactement, ça a beaucoup plus d'impact, on le ressent beaucoup plus et du coup, on est à fond, quoi. C'est ce qui fait que on commence enfin à apprécier les Pour personnages. rejoindre ce que vous dites là sur la réflexion à la fin où Detmer raconte sa folle épopée spatiale, elle se fait traiter de macho. J'ai fait c'est marrant, quoi. Mais du coup c'est quelque chose qui aurait pu être genré ou pas, et là ça passe crème, quoi. Bon voilà, je pense que sur ces bonnes paroles, on va pouvoir s'arrêter là et vous donner donc rendez-vous la semaine prochaine. Donc merci à vous deux d'être venus parler de Star Trek avec moi. Longue vie et prospérité. Salut. Program complete.